bonjour tout le monde, bienvenue une fois de plus au coin du feu pour cette vidéo donc, de la FAQ des 1000 abonnés. Certaines questions sont redondantes, Ouais, c'est pas faux. donc je les ai regroupées, j'y répondrai qu'en une seule fois. D'autre part, il y a pas mal de sujets qui ont été abordés aussi que j'ai essayé de regrouper un petit peu pour que ce soit plus cohérent. Donc je vais commencer par une question de Ogi qui me demande qu'est-ce qui t'a motivé, inspiré pour t'intéresser au paganisme et qu'est-ce qui a provoqué le déclic d'en faire une chaîne YouTube? Alors, pour en venir à l'origine, j'ai pas reçu particulièrement d'éducation religieuse de par ma famille. Mes parents sont plutôt athées et en fait c'est quelque chose qui est venu très naturellement. La première fois, je pense que vraiment j'ai eu un premier contact avec le paganisme, c'était par un ami à ma mère qui avait un marteau de Thor et en fait ce symbole m'a tout de suite frappé, m'a tout de suite marqué, j'ai ressenti quelque chose, j'ai été assez attiré par ça. Et donc j'ai commencé à l'interroger, tout ça, il m'a donné 2-3 premières explications. Et voilà, la suite de ça a été un chemin vraiment personnel, j'ai développé ça moi-même, et c'est venu vraiment tout naturellement. Il y a de ça plus d'une quinzaine d'années. Pourquoi en avoir fait une chaîne YouTube? C'est parce que tout simplement, en cherchant, justement, je cherchais sur YouTube, voir s'il y avait du contenu, parce que c'est vrai que YouTube s'est beaucoup développé ces derniers temps. On a énormément de chaînes qui se sont développées sur à peu près tous les sujets possibles et imaginables. Et donc je me suis posé la question un jour, je me suis dit tiens, est-ce qu'il y a une chaîne YouTube qui traite du paganisme? Donc j'ai cherché, et, j'y ai rien trouvé, en tout cas rien qui me paraissait concluant, rien de très poussé. Alors que c'est pas le cas dans le milieu de YouTube anglophone. En fait, là, c'est particulièrement dans le YouTube francophone où il y avait pas grand chose. Et donc, je me suis dit que voilà, vu que personne ou presque avait pris l'initiative, j'allais peut-être me lancer là-dedans. Et puis voilà, ça me permettrait peut-être de partager avec des gens, essayer d'exposer un point de vue qui peut-être serait un petit peu différent de ce qu'on peut voir parfois. Ou alors tout simplement essayer de creuser des sujets particuliers ou essayer d'amener des sujets qui sont annexes au paganisme le recentrer vers le sujet du paganisme et tous les sujets qui gravitent en fait autour du paganisme, quoi. Donc ensuite une question de Daniel Wallach. Alors penses-tu que les religions traditionnelles d'Asie, donc hindouisme, shintoïsme, etc., qui ont échappé aux religions abrahamiques, peuvent aider à redécouvrir la manière dont le paganisme était perçu et vécu en Europe? Alors, il est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à l'hindouisme notamment pour essayer de comprendre la spiritualité qui a pu être la spiritualité païenne européenne. Alors, je dirais oui et non, puisque il faut, au niveau de la spiritualité, je dirais oui, mais clairement, c'est vrai que les 4 grands axes de la vie, il y a également toute une morale, une spiritualité qui effectivement a probablement subsisté depuis l'origine, le socle commun indo-européen, mais il s'est quand même développé. Il ne faut pas oublier que si le socle culturel est identique, les Indo-Européens qui se sont dirigés vers la vallée de l'Indus, tout ça, et qui se sont répandus, qui ont répandu leur culture là-bas, ils se sont avec le temps mélangés avec les autochtones, les populations locales qui avaient avant. Il y avait déjà des hommes avant. Donc ce qui fait qu'en fait leur évolution a pris un chemin qui est quand même assez différent, d'autant que ce soit au niveau du climat, au niveau de l'environnement et tout ça, c'est quand même quelque chose qui est très différent. L'Inde est quand même très différente de l'Europe par rapport géographiquement parlant, tout simplement. Donc ce qui fait que ça a amené ces peuples vers un un parcours un petit peu différent, mais au niveau, oui, je pense, de la spiritualité et même de comment interpréter les mythes, c'est la même chose. Mais au niveau de la représentation, par contre, de la manière du culte, en tout cas, là je pense qu'il faut quand même prendre des réserves parce qu'effectivement, même si elles sont restées assez, si elles n'ont pas été imprégnées de monothéisme, c'est vrai que la manière de rendre les cultes, tout ça, a pu être
évidemment influencés quand même par des influences religieuses extérieures. Et notamment, moi ce que je constate en particulier pour l'Inde, c'est que malgré justement qu'ils aient conservé ces religions-là, c'est un pays qui est extrêmement destructeur face à son environnement, c'est une véritable catastrophe écologique en Inde. Donc ça ne les a pas vraiment empêchés de commettre les mêmes erreurs que nous au final. Alors ensuite, toujours Daniel Valac qui me demande penses-tu qu'il puisse exister aujourd'hui un paganisme citadin en plus et celui du retour à la nature? Alors ça c'est une question qui est très intéressante puisque je pense en fait il faut faire du cas par cas pour répondre à cette question. C'est-à-dire que un paganisme citadin, je pense pas. Sincèrement, il ne faut pas oublier que païen, ça vient du mot paganus, qui vient de pagus, et un pagus, c'était une subdivision territoriale locale chez les Romains, rurale, pardon. Et donc, c'est en fait le paganisme, étymologiquement parlant, et en fait dans son essence, dans ses racines, il trouve ses racines justement dans les campagnes, dans un mode dans un mode de vie qui est plus rural, qui est plus attaché à des petits hameaux, des petits villages, des petites fermes avec une certaine autonomie, rattachés à des cités qui vont être des centres culturels et des centres artisanaux, mais avec quand même un mode de vie qui est essentiellement rural, comme on pouvait avoir chez les Germains, chez les Gaulois. Or, le paganisme citadin, lui, s'est plus développé à Rome, avec la civilisation, tout simplement, le fait de se regrouper justement en grandes cités et de vivre dans des centres urbains. Et donc, c'est ça qui a amorcé cette civilisation qu'on a aujourd'hui, où l'essentiel de la population va vivre dans des grands centres urbains et donc sont totalement déconnectés du monde extérieur. Et en fait, aucune autonomie n'est réellement possible dans un centre urbain, parce qu'il faut bien trouver sa nourriture. Cette nourriture, on va la chercher dans les campagnes. Donc pour moi, c'est vraiment du cas par cas en fait, parce que forcément aujourd'hui on est à une époque où il est difficile des fois de faire des choix. Par exemple, il faut bien faire des études, il faut bien travailler, donc je peux comprendre que certains païens soient obligés d'être en ville. Ça dépend de la finalité en fait de la personne. Si un païen va être tout à fait satisfait à l'idée de vivre entouré de béton et de goudron avec un arbre tous les 150 mètres, là je pense honnêtement que j'aurais vraiment un doute sur la sincérité de sa spiritualité païenne en fait. Alors que si on a un païen qui va être obligé pour une raison ou pour une autre, familiale, professionnelle ou pour des études comme je disais ou autre, de rester un certain temps en ville, mais que son projet pour l'avenir c'est justement de retourner à la campagne et de faire ce retour à la terre dont on parle régulièrement. Et même s'il est progressif, même s'il s'agit de ne pas tout abandonner du jour au lendemain, mais avoir vraiment un projet à long terme, parce que ça c'est une grande force aussi qu'ont les Européens, c'est de pouvoir avoir une vision à long terme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui les centres urbains sont également extrêmement cosmopolites, donc c'est vrai que c'est quand même assez difficile, je pense, de vivre une spiritualité païenne en ville. C'est ce que je pense en tout cas. Ensuite, une question de Janus Tonio qui nous dit « Les initiatives païennes commencent à être nombreuses, des chaînes YouTube et des groupes Facebook, régionaux ou plus larges pour ce qui est du virtuel, des rassemblements païens comme des cafés païens ou des pèlerinages, des clans et des associations se créent et prospèrent, certains déjà depuis un bon moment. Et malgré ça, l'unité païenne et sa reconnaissance semblent encore très lointaines. Donc il me pose la question, que faudrait-il à ton avis pour que le paganisme français passe le cap supérieur ?» Alors, ça dépend ce qu'on entend par le cap supérieur en fait. Si on entend comme une volonté de reconnaissance officielle du paganisme comme religion officielle, je ne sais pas vraiment si c'est souhaitable au final. Parce que sinon on est obligé vraiment de tomber dans une espèce de moule, puisque aujourd'hui une religion elle doit avoir un certain nombre de critères. Et c'est difficile de ne pas tomber dans le milieu sectaire, en fait, de ne pas être considéré comme une secte. Je pense pas que ce soit souhaitable de vouloir, par exemple comme en Islande, où là on a Lázaro Arfelagés
qui est une religion officielle, qui est une association en fait qui porte la religion Ásatrú comme religion officielle, mais mais ils ont été obligés de prendre du coup une ligne extrêmement politiquement correcte en fait. Et du coup, ils sont obligés de se limiter, alors volontairement ou non, hein, ça dépend de la sensibilité de ses membres, mais c'est vrai que pour moi c'est une restriction à la liberté, parce que du coup on va être obligé de rentrer dans un certain moule de politiquement correct, on va être obligé de se justifier de certaines choses, et voilà, pour moi c'est pas vraiment souhaitable. Je veux dire, on peut très bien faire un mariage païen, même s'il n'est pas reconnu par l'État, et faire un mariage civil après, voilà, qui n'aura pas une valeur symbolique, mais qui aura une valeur pour l'État. Mais on peut, pour soi, faire un mariage païen faire un mariage qui aurait une valeur réellement symbolique. Donc ensuite, il me demande, toujours Yannis Tonio, qui me demande: devons-nous chercher à nous faire reconnaître au même titre que les autres religions? Donc ça je viens d'y répondre, hein. Je pense pas honnêtement que ce soit souhaitable, à l'heure actuelle en tout cas. Que le paganisme grandisse et se communautarise et finisse par vraiment se structurer, c'est souhaitable. Après il faut pas oublier que le paganisme n'a pas fondamentalement pas de clergé, comme par exemple le clergé catholique, et c'est un peu ce que je reproche aussi au néo-druidisme, c'est qu'ils se sont organisés pratiquement comme une sorte de clergé, alors que ça n'a pas lieu d'être. L'unité païenne française est-elle envisageable, et est-ce que tu la trouves souhaitable? Donc là encore une fois je viens d'y répondre plus ou moins, oui je la trouve souhaitable. Après française, pourquoi limiter à la France? J'ai envie de dire, comme je le disais dans une précédente vidéo, la France est vraiment le carrefour de l'Europe, le carrefour de la langue, le carrefour du sang, le carrefour de la culture européenne. Donc je pense qu'au final il doit y avoir un renouveau, et il y a d'ailleurs un renouveau du paganisme dans l'Europe entière, pas seulement en France, et que justement ça doit favoriser les échanges entre ces différents pays d'une manière un petit peu différente des échanges commerciaux. Donc effectivement je pense que ça devrait se développer en France, mais dans le but d'avoir une collaboration plus à l'échelle européenne. Donc ensuite une question de Morgane Aucun, qui me pose la question à savoir quel est le prochain thème de Histoire contre Histoire. Alors je me répète un petit peu, ce format a pour but en fait de faire la lumière sur une idée reçue et des stéréotypes qui sont véhiculés sur le paganisme. Donc je vais en faire un prochainement, et même si je ne me suis pas encore décidé sur le thème, mais ce sera probablement en relation avec les Gaulois. Donc ensuite une question de Dave qui me demande: peut-on espérer te croiser en festival de musique, type Hellfest, Motocultor, etc., ou des festoches un peu plus petits comme l'Homme Sauvage ou le festival de Black en Bretagne? Je sais pas trop à quel festival de Black tu fais référence en Bretagne, mais en tout cas dans les plus gros festivals, non, il y a fort peu de chances que tu m'y croises. Alors il y a quelques années éventuellement oui, puisque j'ai fait le Hellfest en 2009 et en 2013. Au 2009 j'ai adoré, en 2013 j'ai vraiment pas apprécié du tout en fait la dimension qu'avait pris le festival, trop gros, trop commercial, avec un public qui avait un petit peu changé. Et de ce que j'ai vu c'est encore pire maintenant, et c'est des festivals qui sont devenus trop gros, qui sont trop devenus des machines à fric, et d'autant que j'ai quand même fait beaucoup de concerts, et il y a beaucoup de groupes que j'ai déjà vus, et que j'ai pas spécialement envie de retourner dans un gros festival comme ça et de dépenser beaucoup d'argent, parce que c'est vrai que les billets sont hors de prix aussi, ça c'est un truc que je trouve dommage. Après j'ai participé en 2016 au Ragnarok Festival, que j'avais par contre lui adoré, parce que vraiment le format était du coup beaucoup plus petit. C'était un festival, alors je pense que certains d'entre vous doivent connaître, un festival qui avait lieu dans l'Ain et qui était spécialisé dans ce qu'on appelle le pagan metal et les musiques folk traditionnelles. Il y avait une partie vraiment musicale et une partie avec une scène où il y avait des groupes acoustiques et de folk qui se produisaient, et il y avait aussi un village viking avec beaucoup de troupes de reconstitution qui faisaient des démonstrations, des ateliers, des choses comme ça. C'était vraiment très intéressant, parce qu'il y avait vraiment un côté culturel et un côté musical, et ça c'était un festival que j'avais adoré, mais qui malheureusement n'aura plus lieu, pour les raisons que vous connaissez certainement. Si un jour il venait à se monter un autre festival dans le même genre que le Ragnarok Fest, oui, c'est fort probable que j'y retourne, mais en attendant, non,
puis je fais encore quelques concerts par-ci par-là de temps en temps. Dernièrement j'ai été voir Heidefolk et Arcona à Lyon, c'était pas mal. Mais c'est de plus en plus rare que j'aille à des concerts. J'en ressens moins le besoin maintenant. Alors ensuite, une question de Oli Villiers. Penses-tu que nous devrions monter des équipes païennes contre les sous-merdes qui détruisent les tumulus et dolmens en toute impunité, alors que dans le même temps on s'offusque de la destruction des bouddhas géants d'Afghanistan par les talibans? Et il m'a envoyé un lien en fait à la suite de ça. Et j'ai regardé ce lien et effectivement ça montrait une destruction de tumulus en fait par, si je me souviens bien, un agriculteur ou quoi, qui voulait faire de la place en fait dans son champ. Donc oui, effectivement, les destructions de tumulus et de dolmens, etc., c'est quelque chose qui a surtout eu lieu dans les années, au XXe siècle, parce qu'il y a eu le début de l'agriculture industrielle, donc on a commencé à faire des champs beaucoup plus grands, parce que les tracteurs sont arrivés, et donc l'agriculture a changé de forme. Et du coup, effectivement, il y a beaucoup de... Moi-même dans ma région, il y a pas mal de dolmens qui ont disparu à la suite de ça, parce que, voilà, à l'époque, on n'avait pas du tout ce sens de la protection du patrimoine culturel, surtout quand il est païen. C'est vrai que ça a continué jusque dans les années 50-60, où là, il y a eu encore un deuxième boom de l'agriculture industrielle, et où là effectivement, on a aussi eu des destructions comme celle-là, mais bon, théoriquement, aujourd'hui, ces sites-là sont protégés, ils sont protégés par la loi. Donc, théoriquement, on n'est pas censé, même s'ils se situent sur des parcelles privées, ils sont protégés par la loi. Mais effectivement, si vous avez connaissance d'une telle tentative de destruction vers chez vous, il faut intervenir, clairement. Ou alors, même si vous voyez, des fois, c'est vrai que il y a des dolmens qui sont situés dans des lieux où les gens peuvent y accéder assez facilement, et il y a des personnes qui agissent vraiment avec un manque de respect évident et qui dégradent un peu le site ou quoi. Donc là on peut essayer de sensibiliser les gens même de partout. De toute façon, même quand on va en forêt ou quoi, c'est vrai qu'on trouve des déchets un peu partout maintenant, malheureusement. Donc oui, effectivement, on peut intervenir. Après, monter des équipes, ça dépend, c'est au cas par cas, ça dépend de la situation. Mais effectivement, je pense qu'il faut qu'on participe à la préservation de ce patrimoine. Ça pourrait être intéressant, de créer justement c'est vrai qu'on a l'outil Facebook aujourd'hui qui est pratique pour ça, parce que ça permet de faire circuler assez rapidement des pétitions ou même des informations comme ça, où on peut très rapidement se regrouper, donc pourquoi pas. Mais encore une fois, je pense pas qu'aujourd'hui de tels agissements soient encore courants. Je constate avec grand désarroi qu'il y a des ultras à l'esprit dogmatique dans le paganisme aussi. Penses-tu que l'on peut se sentir païen sans croire aux dieux? Alors ça, effectivement, ouais, il y en a qui ont un esprit assez dogmatique et qui se revendiquent païens. Ça, c'est, je pense, une déformation tout simplement des gens qui sont arrivés au paganisme un petit peu par hasard ou avec un manque d'information, et qui ont un certain réflexe de la culture, des religions monothéistes. Et du coup, c'est vrai qu'il faut arriver à faire la part des choses entre vraiment le dogmatique et simplement et les valeurs. Et les valeurs, bien sûr. C'est vrai que le pas est vite franchi, et ça, on peut avoir des gens qui vont avoir tendance à confondre. Donc penses-tu que l'on peut se sentir païen sans croire aux dieux? Alors ça, je t'inviterai à regarder la vidéo que j'avais fait, Quels sont mes dieux, où j'exposais un peu les différentes formes de paganisme qui a pu exister. Il a existé des formes de paganisme, par exemple le chamanisme, où il n'y a pas de panthéisme. En fait, la forme de paganisme qui est la plus connue, c'est le panthéisme, parce qu'on connaît très bien le panthéon grec, le panthéon scandinave, on connaît un peu moins bien le panthéon celtique, mais on en a quand même pas mal de traces, de sources. Mais le panthéisme, en fait, c'est la forme la plus récente, peut-être pas la plus aboutie, mais oui, la plus récente de paganisme, et donc celle qui est la mieux connue parce que la mieux documentée, mais c'est pas la seule forme de paganisme. Donc là, j'en arrive à la suite de la question. En quoi l'animisme serait-il pas une forme de paganisme? Là, la réponse est dans la question. Tout à fait, l'animisme est tout à fait une forme de paganisme. Et d'ailleurs, beaucoup de païens aujourd'hui se revendiquent plus animistes, mais pour moi, ceux qui se revendiquent de l'animisme sont païens, clairement. Donc encore une suite à cette question. L'unité de ceux qui vénèrent la nature n'est-elle pas la priorité, quitte à ce qu'ils soient chrétiens comme Pierre Rabhi? Alors,
je savais pas que Pierre Rabhi était chrétien, mais enfin, des chrétiens qui ont des attitudes qui sont anti-chrétiennes, il y en a quand même beaucoup. Effectivement, oui, moi j'aurais plutôt tendance oui, j'ai aucun problème à aller m'associer avec des gens, ou à discuter en tout cas avec des gens comme Pierre Rabhi, qui est vraiment dans l'acte, qui va avoir la défense de la nature et de l'environnement, qui va pas faire qu'en parler, qui va le faire concrètement. Et ça, force est de constater que chez certains païens, c'est pas du tout le cas. Et moi, en fait, je pense que les païens doivent avant tout regarder les actes, parce que le paganisme est une religion de l'acte. C'est pas une religion des paroles, c'est pas une religion du livre, c'est une religion des actes. Et moi, je juge les gens par leurs actes. Donc même s'ils vont se revendiquer chrétiens ou autres, alors je dis pas qu'il faut s'associer forcément avec eux, mais c'est des gens avec qui on peut en tout cas travailler, avoir un dialogue, peut-être s'inspirer sous certaines formes, mais en tout cas, il y a beaucoup de chrétiens, vu que là c'est aussi la question, qui sont clairement païens dans l'âme, quoi, en fait, qui ont pris tout le côté païen qui a subsisté dans le catholicisme, et c'est ça, à ce côté-là qu'ils sont attachés, c'est pas au côté abrahamique. As-tu envie de fédérer et réunir les quelques païens de France, voire du monde, ou penses-tu que nous devons rester cachés et chacun dans son coin? Déjà, ce serait assez prétentieux de ma part de prétendre fédérer tous les païens de France et du monde, encore plus. Mais je pense qu'en fait, si on se regroupe, en fait, je pense qu'il faut d'abord qu'on voit à l'échelle individuelle avant de parler du monde entier, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on a vite tendance à vouloir changer le monde très rapidement. Mais en fait, moi je pense que si on se change individuellement, la somme des individus qui changent, ça fait un monde qui change. Et en fait, le fait de se regrouper localement, on va avoir des liens avec d'autres regroupements locaux, d'autres clans, j'ai envie de les appeler comme ça, d'autres clans locaux, et en fait tout ça va tisser un réseau, ça va tisser des liens qui vont s'étendre, et effectivement, pourquoi pas faire des échanges avec d'autres païens qui sont restés, comme par exemple les Berbères, mais avoir des échanges, ça veut pas dire forcément, ça veut dire que chacun va conserver sa culture, mais qu'il y ait des échanges peut-être entre dans le but de connaître un petit peu les autres formes de paganisme qui peut y avoir. Et d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant dans le fait que dans le paganisme, il n'y ait pas de prosélytisme, c'est-à-dire que un païen européen ne va pas aller critiquer un païen, quelqu'un qui vit en Sibérie, qui pratique le chamanisme, parce qu'on va dire non, le chamanisme c'est de la merde, il vaut mieux avoir un panthéon de dieux. Au final, chacun dans son coin, on n'est jamais vraiment chacun dans son coin, parce que du moment qu'on se regroupe un tant soit peu, et qu'on essaie de s'ouvrir un petit peu à d'autres groupes, et qu'on n'est pas chacun dans son bunker en quelque sorte, du coup ça permettra de créer des liens effectivement entre les différentes formes de paganisme en Europe, et même au-delà de l'Europe. Mais encore une fois, seulement sous forme de dialogue. Je parle pas forcément de mélanger, de faire un syncrétisme entre tous les paganismes dans le monde, ça c'est absolument pas souhaitable. Pour conclure cette question, quand cette chaîne sera un peu plus développée, quand j'aurai peut-être un peu plus d'abonnés, etc., oui, pourquoi pas essayer de promouvoir certaines formes de regroupement, de ce regroupement locaux, et voilà, qui pourront fonctionner justement en réseau avec des échanges, des voyages les uns avec les autres et tout ça. Mais bon, ce sera envisagé à l'avenir. Ensuite, El Blanco Famoso qui me demande tu penses quoi des mouvements identitaires autres que par le biais du paganisme? Le paganisme européen est-il une religion, idéologie réservée aux Européens de souche de par sa nature? Et as-tu vu une vidéo qui traite du catholicisme très imprégné du paganisme? Alors, la première question là-dedans, est-ce que le paganisme est réservé aux Européens de souche de par sa nature? Et ça rejoint une question qui m'a été posée par une autre personne dont j'ai oublié de noter le nom, et qui me demandait mon avis sur la question raciale, et ceux qui associent paganisme et pureté de la race blanche. Alors là j'ai envie de parler de quelque chose qui s'appelle l'échelle de Jan Saxa, qui est une païenne américaine qui avait créé un outil, une échelle, qui servirait à mesurer une certaine forme de racialisme païen. Donc
Sur cette échelle, on va commencer à 1, où là ça va être des personnes typiquement de gauche, qui vont avoir tendance à penser que le paganisme est universel et que n'importe qui à travers le monde peut se convertir. Alors elle, c'était plus par rapport au paganisme germanique. Donc sur cette échelle, on va trouver l'échelle de 1 qui est donc tout le monde peut se convertir au paganisme germanique, il n'y a aucun problème et tout ça, et jusqu'à 6 où là on est vraiment sur une ligne extrêmement, on va dire à droite, avec un racialisme et même un racisme qui est vraiment très poussé, qui va définir des concepts de pureté de la race et que seulement ceux qui ont le sang pur vont pouvoir se revendiquer du paganisme germanique. Et pas sans rappeler le pangermanisme qui a influencé en particulier les idées nationales-socialistes. Alors là-dessus, j'ai envie de commencer en précisant en fait que d'où elle vient cette idée de pureté de la race et cette idée de supériorité. Cette idée, elle ne vient pas du paganisme à la base. Cette idée, elle s'est développée d'ailleurs, on constate, en particulier en Allemagne, souvent dans des pays nordiques, des pays qui sont convertis au protestantisme. Et pourquoi ça? Et assez peu répandu au final dans les pays catholiques. Pourquoi ça? Tout simplement parce que le protestantisme a été un rejet du paganisme dans le catholicisme et une volonté de retour en fait aux sources bibliques, aux sources hébraïques, judaïques de la religion chrétienne. Et où est née cette idée de supériorité d'un peuple par rapport à un autre? Elle est née typiquement dans le judaïsme. Donc en fait c'est une transposition de cette idée de supériorité dans le paganisme. Et ça du coup je suis opposé à ça, forcément. Donc voilà, cette dimension en fait suprémaciste, elle est clairement pas d'origine païenne. Mais ça ne veut pas forcément dire aussi que le paganisme doit avoir une vision universaliste et que chacun, parce qu'au final cette idée que chacun puisse pratiquer le paganisme germanique ou celte, etc. Au final, c'est une forme d'universalisme et c'est une forme de prosélytisme en final. Et le paganisme n'a pas du tout cette vocation-là. Donc, moi, je dirais qu'en fait, avant tout, on doit sélectionner en fait quelle forme de paganisme on va se sentir le plus proche. Et je pense que souvent, ça se fait de manière assez naturelle. C'est-à-dire que des gens qui sont dans le sud de la France vont souvent se sentir plus proches d'une forme de paganisme latin, d'une forme de paganisme méditerranéen, donc plutôt grec, alors qu'en Alsace ou dans le nord de la France, on a une autre réalité, on a un autre quotidien, et du coup on va plus s'inspirer, et un autre passé aussi, et on va plutôt s'inspirer de la tradition germanique. Donc en fait, je pense que c'est quelque chose qui vient assez naturellement, mais après moi je suis pour que tous les païens à travers le monde défendent et revendiquent leur propre culture. Et c'est justement ça qui fait la diversité dans le monde, c'est que chacun puisse vivre sur ces terres ancestrales et avec cette culture ancestrale et la respecter et la faire respecter. Donc en fait, dire que chacun peut pratiquer n'importe quelle forme de paganisme si ça lui chante, je trouve que c'est une forme de prosélytisme au final et une forme de non-respect justement de ces formes, de la diversité des formes de paganisme. C'est mon avis sur la question. En dernier lieu, on arrive à un point important que je voulais traiter, puisque donc une question qui m'a été posée par la très sainte Gestia, qui me demande que pensez-vous du débat Papacito-Oleg, et une autre personne qui me demandait que penses-tu de Pagans TV. Alors je voulais profiter aussi de cette vidéo pour faire un point sur ça, parce qu'il y a des gens qui ont été surpris que je n'ai pas parlé de Oleg et de Pagans TV dans mes recommandations de chaîne YouTube, donc pour la vidéo spéciale 1000 abonnés. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de monde qui a rejoint ma chaîne qui a découvert ma chaîne assez récemment et qui n'a pas forcément été au courant de certains épisodes. Donc pour revenir pour faire un petit point là-dessus, en fait ce qui s'était passé, c'est que vers les débuts de ma chaîne, j'avais fait une vidéo réponse à Oleg, puisqu'en fait il avait fait une vidéo où il chantait les louanges dedans de Jacques Grimaud. Et donc pour moi, Jacques Grimaud en fait c'est ni plus ni moins qu'un escroc de la pensée, c'est quelqu'un qui use et qui a pas mal de théories ésotériques pour faire vendre ses documentaires en abusant de la crédulité des gens pour leur vendre des documentaires et des conférences sur des sujets qui sont complètement farfelus.
Donc voilà, ça c'est mon avis sur ce personnage, et j'ai voulu en fait faire une réponse justement à Oleg pour essayer peut-être de porter la contradiction et de lui faire prendre conscience aussi que Jacques Grimaud c'était peut-être pas la meilleure personne à citer en référence, en particulier lorsqu'il s'agit du paganisme. Voilà, j'ai fait cette vidéo que j'ai voulu sur un ton ferme mais courtois, donc qui était pas, je l'ai pas pensé pour être agressif ou insultant ou quoi que ce soit. Mais il a très mal pris cette vidéo, il a très mal pris cette vidéo réponse. Il m'a répondu sur un ton assez hautain, assez insultant en commentaire, et à la suite de quoi j'avais essayé de poster un commentaire en fait sur sa chaîne pour essayer de détendre un petit peu l'atmosphère et lui faire comprendre que cette vidéo n'était pas tant une attaque contre lui, parce qu'il l'a pris vraiment comme une attaque, mais qui était plus une attaque contre Jacques Grimaud et ses théories en fait, et que je rejetais pas tout en bloc ce qu'il disait, mais que je lui disais de faire attention et de faire le tri dans les gens et les théories qui relayent. Donc encore une fois, voilà, il a très mal pris, il m'a pris de haut, il m'a dit, il s'est offusqué que je ne l'ai pas contacté avant d'avoir fait cette vidéo réponse, donc comme si on était encore à la maternelle et que je devais lever le doigt avant et qu'il me donne la parole pour prendre la parole. Donc voilà, ça c'est assez mal fini au final. Donc à la suite de quoi tout simplement voilà, je me suis désintéressé de cette personne. Il fait son truc dans son coin, moi je fais mon truc dans mon coin, et tout ira très bien. Donc là concrètement je pense en fait simplement que Oleg c'est quelqu'un qui je pense qu'il est de bonne volonté, je doute pas de sa bonne volonté, mais je pense qu'il fait ce qu'il fait un peu de manière un peu maladroite. Donc voilà. Voilà, c'est un éclaircissement que je voulais faire. Donc je reviendrai plus trop sur ce sujet-là, parce que j'ai pas envie que ça crée des polémiques à la con ou des YouTube dramas, des choses comme ça. Donc voilà. Ce point étant posé, voilà, si vous voulez suivre sa chaîne, il n'y a pas de problème. J'ai pas à vous dire qui vous devez regarder ou non, mais bon, en tout cas voilà, évitez de lui parler de moi, ça vaudra peut-être mieux pour vous. En tout cas, merci d'avoir regardé cette FAQ. J'espère que j'ai répondu d'une manière assez précise aux différentes questions qui m'ont été posées. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. Et puis voilà, moi je vais me préparer pour un petit bivouac ce soir. Et puis je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.